Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, où on va parler de plein d'actu mercato, et là en l'occurrence on va commencer par Florian Wirtz qui agite le mercato, et je sais pas si vous voyez un petit peu les montants qui s'affichent sur mon écran, mais 250 millions d'euros. Est-ce que vous vous rendez compte? 250 millions d'euros. Ce type va dépasser le prix de Neymar dans un club qui, d'habitude, ne dépense pas. Parce que le Bayern Munich, faut en parler. D'habitude, le Bayern Munich, c'est pas un club très dépensier. Mais 250 millions d'euros, c'est absolument fou. Les amis, avant de poursuivre la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne, c'est super important pour me soutenir. Faites-le vraiment, c'est super important pour moi et ça m'aide à faire grandir cette chaîne. Donc voilà, apparemment le Bayern Munich est sur le point de conclure le dossier Wirtz. Le Real Madrid le voulait absolument, mais apparemment ça va rester en Bundesliga et je pense que c'est vraiment le championnat pour lui. Maintenant, il est encore blessé, Florian Wirtz. Alors c'est un joueur sensationnel, mais qui a quand même beaucoup de problèmes de blessure. Donc faudra voir parce que 250 millions d'euros, si on voit qu'au retour de sa blessure, il n'est pas suffisamment bon, il n'est pas suffisamment apte physiquement, ça va être chaud, ça va être 250 millions d'euros littéralement balancés. Et moi je pense que Florian Wirtz peut tellement bien rentrer dans cette équipe du Bayern. Surtout que ça nous ferait trois joueurs avec Moussiala, avec Olise, et du coup Wirtz, ça nous ferait trois joueurs avec un profil de milieu offensif. Même si pour le coup, je pense que Moussiala jouera à gauche, que Wirtz aurait ce côté axial et Olise à droite, même si on pourrait voir pour moi une alternance entre Wirtz et Moussiala pour ce poste d'ailier gauche, mais s'il sera plutôt un meneur de jeu excentré, un peu comme les Olise finalement. Et moi je trouve que ça pourrait très bien coller à cette équipe du Bayern Munich. Maintenant on va voir comment tout ça va s'accorder sur le terrain, mais on a vu avec l'Allemagne à l'Euro que ça avait plutôt bien fonctionné. Ce quatuor offensif où il y avait Kai Havertz, il y avait Musiala, Wirtz et Gundogan, ça avait plutôt bien marché. Voilà, c'était littéralement 4 milieux offensifs, même si Havertz avait plutôt ce rôle de 9, on est bien d'accord. Mais du coup, ça avait plutôt bien fonctionné et moi je pense qu'il pourrait très bien s'intégrer dans cette équipe du Bayern Munich qui a un jeu que je trouve super intéressant. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo prono de Inter Bayern, où je disais que cette équipe du Bayern était très intéressante dans le jeu, avec un pressing extrêmement agressif, avec beaucoup de mouvements offensifs, avec une équipe qui arrivait à se créer un nombre d'occasions assez hallucinant, surtout par la possession évidemment, même si on est quand même sur une équipe à l'allemande, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et en plus de ça, on voit quand même que c'est un joueur très performant, 11 passes décisives, 9 buts en Bundesliga, en Ligue des Champions c'est 9 matchs, 6 buts, une passe décisive, voilà. Il a joué également énormément de matchs, donc c'est quand même un énorme joueur, surtout qu'il y a quand même eu des blessures et que sur la fin de saison, du coup il est blessé. Donc à voir, mais franchement, là il coûte 140 millions d'euros, on s'attendait évidemment pas à ce que ça coûte moins de 100 millions d'euros, c'était sûr et certain que ça allait coûter très cher, mais 250 millions d'euros c'est quand même quelque chose. Après on parle de l'un des plus grands cracks du football mondial actuellement, il n'a que 22 ans. D'ailleurs il les a eu récemment, hein, le 3 mai, voilà, donc c'est quand même un joueur vraiment très important. Il est également en sélection, il a beaucoup d'expérience, 29 matchs, 6 buts. C'est un joueur voilà, qui, même à 22 ans, est très expérimenté. Willou l'avait appelé le prince de Poulenc, si je ne me trompe pas. Et là, on va voir qu'il c'est vraiment véritablement un prince, parce que 250 millions d'euros, c'est quelque chose. Mais c'est quand même un sacré joueur. Et je voulais un petit peu vous montrer son FBRF, parce que je trouve que son indice statistique il est intéressant, surtout que déjà il peut être comparé à plusieurs postes. On peut le comparer entre les milieux de terrain slash ailier et face aux attaquants. Et si on veut regarder un petit peu sur les forwards du coup, donc ceux qui se retrouvent dans la surface, on voit déjà que par rapport aux avant-centres, il est quand même absolument monstrueux, 99, 95, 99, 97, 99 dans beaucoup de paramètres, mais nous on va s'intéresser à ça parce que c'est là où il devrait jouer au Bayern Munich, c'est dans cette position, et on voit que pour les non-penalty goals, c'est quand même un joueur qui marque un nombre de buts assez intéressant. On a vu déjà 9 buts en Bundesliga, c'est plutôt bon dans un joueur qui joue plutôt dans un rôle d'attaquant de soutien, dans un rôle de numéro 10, dans un rôle de joueur créatif. Franchement, il pourrait avoir un apport statistique très correct au Bayern Munich et en plus de ça, pouvoir donner beaucoup de caviar à Harry Kane qui justement aura euh, ce rôle d'avant-centre finisseur, donc c'est pas réellement un problème parce que 9 buts en Bundesliga, bon, c'est pas énorme, mais ça reste très très correct et c'est un joueur qui voilà, a un apport statistique qui est très bon.
Au niveau des tirs totaux, c'est un joueur qui tire pas mal, même si c'est pas non plus le joueur qui se retrouvera forcément dans des positions de frappe. Au niveau des assists, bah, il est quand même 13e percentile, donc dans les 13% des meilleurs en Europe, donc c'est très bon. Dans les expected assists, il est plutôt correct aussi. Mais maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est les actions menant à un tir. Il est dans les 7e percentile, donc dans les 7% des meilleurs en Europe. Il est à 5,66 actions menant à un tir. C'est quand même énorme. C'est quand même énorme et on voit quand même que son profil créatif, bah, il est là-dedans, c'est-à-dire mettre les joueurs le plus rapidement possible dans des positions de frappe le mieux possible également. Et c'est vrai que voilà, c'est quand même un numéro 10 qui évolue assez haut sur le terrain, donc c'est normal que ce soit plutôt son rôle. Au niveau des passes tentées, bah, c'est un joueur que tu trouves énormément, c'est souvent ce genre de joueur-là que tu cherches à toucher avec le ballon pour qu'il puisse te créer, donc c'est pour ça qu'il a autant de passes tentées. Dans les passes complétions, par contre, c'est un peu plus compliqué, mais forcément, il évolue très haut sur le terrain, donc c'est pas étonnant que ce soit un petit peu plus compliqué. Maintenant, dans les passes progressives données, il est à quasiment 7 par match, 7ème percentile, donc encore une fois 7% des meilleurs en Europe, c'est énorme. Là, dans les progressives carries, donc le fait de porter le ballon, de faire des courses progressives, bon, c'est pas réellement son truc, même s'il est quand même un très bon dribbleur. Et d'ailleurs, on le voit dans les dribbles réussis face à des défenseurs. Pareil, il est dans les 6% des meilleurs en Europe, c'est énorme. Et ça, pour le coup, ça ressemble un peu à son côté un petit peu Moussialesque. Moussiala, on sait que c'est un joueur qui dribble beaucoup. Et Florian Wirtz, c'est également un joueur qui a ça dans sa palette technique. Dans les touches, dans la surface de réparation, bah, on voit, voilà, on comprend pourquoi c'est pas un joueur qui marque énormément de buts parce qu'il s'y retrouve pas tant que ça dans la surface de réparation. Par contre, dans les passes progressives reçues, c'est quand même un joueur également qu'on peut trouver dans la profondeur, dans les 12% des meilleurs en Europe, donc c'est plutôt pas mal. Et c'est vrai qu'il a une activité défensive qui est pas énorme, mais il est quand même plutôt correct sur les blocs, donc voilà, sur les tirs bloqués, donc c'est plutôt correct. Maintenant, si on s'intéresse un peu à son profil contre les attaquants, on voit quand même que c'est bien plus intéressant, statistiquement, en tout cas dans son apport statistique contre des attaquants, mais il ne joue jamais à ce poste de numéro 9, donc c'est pas particulièrement représentatif. Maintenant, on va s'intéresser bah, à d'autres petites rumeurs. Je sais pas si vous voyez bien, voilà. Et donc là, pour le coup, c'est une info de Jamel, hein. C'est une info de Jamel, mais qui a été reliée justement par Mega PSG. Mais Jamel, on sait que c'est quand même un tweetos qui est assez crédible. Et donc, on voit que Rodrigo est un des rêves de Nasser El Khelaifi et le PSG pourrait tenter le coup si l'opportunité se présente. Maintenant, ce qu'il faut dire là-dessus, c'est qu'en fait, bah, est-ce qu'on en a besoin? Telle est la question. Moi, je suis persuadé que Nasser El Khelaifi, Luis Campos, Luis Enrique suivent le dossier Rodrigo parce que Guardiola en avait parlé il y a quelques années, mais tout le monde et tous les clubs se doivent de suivre les situations des meilleurs joueurs, que tu aies une opportunité ou pas. Parce que, quoi qu'il arrive, il y aura peut-être des opportunités et il faut être capable d'au moins la tenter. Donc moi, ça m'étonne pas qu'il soit suivi par le PSG. Franchement, il n'y a rien d'étonnant là-dedans. C'est un des top, c'est un top joueur, c'est un top attaquant, même si cette saison est un peu plus compliquée pour lui. Il n'a que 24 ans, donc ça rentre dans les profils d'âge. Mais je rappelle que Rodrigo, il veut jouer absolument sur ce poste d'ailier gauche. D'ailleurs, voilà, je vais vous mettre quelques petits tweets en plus. Donc voilà, il y a ici également Méga PSG, tout ça. Donc il y a Abdelabouma également qui en a parlé. Donc voilà. Mais moi, la vraie question que je me pose, c'est est-ce que le PSG en a vraiment besoin? Parce qu'en vrai, t'en as déjà des ailiers gauche. Parce que on dit que sa position au Real Madrid, c'est ailier droit. Voilà. Mais il veut absolument prendre son ailier, il veut absolument prendre son aile gauche, sauf que sur l'aile gauche, nous avons Barcola et Kvaratskhelia. Désiré Doué, je le considère pleinement comme un ailier droit maintenant, il joue quasiment tout le temps au poste. Mais je sais déjà que Lee Kangin va partir, donc ça te libère une place pour un poste offensif, même si Lee Kangin récemment, ça jouait plus milieu de terrain. Mais du coup, Rodrigo, il voudrait jouer bah, sur l'aile gauche. Ça veut dire que Barcola bah, sera peut-être plus la concurrence de Doué à droite. Et si tu veux installer une concurrence, bah, le problème c'est que installer une concurrence, alors que tu ramènes Rodrigo, c'est compliqué parce que Rodrigo, il va vouloir être titulaire. Et le PSG peut pas forcément lui garantir cette place. On peut pas forcément lui garantir parce que oui, c'est un joueur de très grand talent, oui, c'est un joueur exceptionnel, mais on a une rotation, on a besoin d'une équipe où tout le monde est compétitif, et ça, pour le coup, la signature de Rodrigo irait dans ce sens. Mais moi, je suis désolé, je le vois plus comme une concurrence presque à Dembélé sur ce poste de neuf, parce qu'en vrai,
Bah, c'est l'un des rares postes où finalement les options qu'on a derrière Dembélé ne nous conviennent pas parce que Doué faux neuf, on a vu que ça marchait pas. Gvara faux neuf, on l'a pas vraiment testé mais j'y crois pas trop. Barcola, on l'a pas énormément testé mais c'est pas ouf. Asensio ne reviendra pas au club et Lee Kangin c'est une catastrophe. Donc en fait, et Gonzalo Ramos, apparemment il a été annoncé plusieurs fois comme étant sur le départ. Il ne convainc pas particulièrement Luis Enrique, donc on sait que Rodrigo a déjà joué milieu offensif dans sa carrière, surtout à Flamengo où il l'a beaucoup joué. Mais Flamengo ou au Brésil, je crois que c'est à Flamengo qu'il jouait. Et du coup, quand il était au Brésil, il jouait milieu offensif. Donc ça m'étonnera pas qu'il prenne ce poste de faux neuf d'Ousmane Dembélé. Mais c'est vrai que sur le côté gauche, pour moi, il y a déjà une grosse concurrence et peut-être que ça pourrait un peu détruire le potentiel de joueurs comme Désiré Doué, de joueurs comme Barcola, même de joueurs comme Kvaratskhelia, qui a évidemment encore un énorme potentiel et ça pourrait également détruire le potentiel de Rodrigo s'il y a trop de concurrence en attaque. Quitter le Real Madrid pour aller au Paris Saint-Germain alors qu'il y a une concurrence en attaque qui est au moins aussi forte, je suis pas forcément convaincu de l'idée. Maintenant, si on regarde un petit peu son apport statistique, donc je vais vous montrer sur FBref, on voit que c'est un joueur qui est quand même, bah déjà qui peut jouer dans beaucoup de postes. Encore une fois, il est un peu comme Florian Wirtz, on peut le comparer à des attaquants, à des ailiers. Donc voilà, là on voit que quand même ce qui est intéressant, c'est plutôt dans les passes tentées, dans la complétion de ses passes. Donc c'est un des joueurs qui réussit le plus de passes au poste d'ailier. Donc ça c'est très important évidemment d'avoir un joueur qui est très propre techniquement. Au niveau des passes progressives, il en fait pas énormément, mais il reçoit pas mal de passes progressives. Dans les dribbles, c'est pas forcément le joueur qui dribble le plus parce qu'on sait quand même que c'est un joueur qui peut prendre la profondeur. Mais sur le dribble, moi je trouve qu'il est plutôt intéressant. Il réussit 2 dribbles par match, c'est plutôt correct. Dans les touches, dans la surface de réparation, il touche pas mal de ballons. Et dans les passes progressives reçues, il en reçoit énormément. C'est quand même beaucoup un joueur de profondeur. Rodrigo, il est bon dans ce domaine. Maintenant, si on le compare aux avant-centres, bah là on voit que son apport statistique, enfin que ses stats sont bien plus intéressantes. On voit que dans les tirs, dans les actions menant à un tir, il est à 97 percentiles, donc dans les 3% des meilleurs en Europe. Là, dans les 2% des meilleurs en Europe dans les passes tentées. Dans les passes réussies, 1% des meilleurs en Europe. Dans les passes progressives, 4% des meilleurs en Europe. 2% des meilleurs en Europe dans les passes progressives, enfin dans les courses progressives. Dans les 4% des meilleurs en Europe dans les dribbles réussis. Et voilà, dans les touches dans la surface de réparation, par contre, il est toujours pas ouf. Enfin, voilà, il est pas énorme. Mais par contre, dans les passes progressives reçues, 2%. Et par contre, son apport défensif est absolument énorme. Donc voilà, ça pourrait beaucoup plaire à Luis Enrique. Mais du coup, quand on voit ça, on se dit qu'au poste d'avant-centre, il pourrait être extrêmement performant. Et si on le compare à des milieux de terrain, on voit que voilà, il marque quand même pas mal de buts si on le met au milieu de terrain. Donc voilà, et on voit ici que ses stats sont magnifiques. Donc en fait, ça dépend à quoi on le compare. Mais évidemment, on connaît la qualité de Rodrigo, pas besoin de regarder les stats, on peut regarder les matchs et le problème avec Rodrigo c'est qu'il est particulièrement irrégulier. Mais lorsqu'il est dans des bonnes périodes, bah, il est absolument énorme, Rodrigo. C'est un excellent dribbleur, c'est un joueur qui apporte énormément de danger, c'est également un bon buteur, c'est un joueur qui est capable de marquer pas mal de buts. Et donc si je vous remets un petit peu son transfert marque, on voit que cette saison, bah, elle est un peu plus compliquée pour lui, je vais vous montrer ça évidemment. On voit que en Liga c'est 30 matchs, 6 buts, 6 passes D, mais forcément il n'a pas joué énormément, il n'a pas toujours joué parce qu'il y a eu les autres joueurs devant lui, mais en Ligue des Champions c'est quand même 12 matchs, 5 buts, 2 passes décisives, c'est très très correct. Voilà, franchement, moi je trouve que c'est un joueur très intéressant et il pourrait, sur le papier, il pourrait rentrer dans l'effectif du Paris Saint-Germain. Il a toutes les qualités. Il est jeune, il a de l'expérience, il a gagné 2 Ligues des Champions en étant, surtout pendant la deuxième, un joueur extrêmement important, même si dans la première, je rappelle quand même qu'il marque ce but face à Manchester City qui change beaucoup de choses. Donc c'est un joueur quand même assez clutch, un joueur qui a un apport statistique intéressant, qui est capable de jouer à plusieurs postes, qui est très polyvalent, qui a un gros apport défensif. Excellent dribbleur, ça je l'ai déjà dit. Voilà. Franchement, c'est un très bon joueur qui pourrait avoir sa place au Paris Saint-Germain sur le papier, mais dans les faits, au vu de la concurrence qu'il y aura au poste, je ne sais pas vraiment si on peut prendre, même si moi, dans l'idée, je prends pour avoir encore plus de concurrence. On va parler d'une autre source pour le Paris Saint-Germain, on va parler d'Evan Ndika qui est apparemment ciblé parce qu'on a appris qu'il y aurait des potentiels départs de Kimpembe et de Lucas Hernandez. Alors moi, j'aime beaucoup le joueur. Je trouve que c'est un joueur intéressant. Si je vous montre un petit peu sur Transfermarkt, on voit qu'il coûte 25 millions d'euros, mais le transfert pourrait se faire autour de 40.
Il est suivi par le PSG, il a joué énormément de matchs cette saison, que ce soit en Serie A, en Europa League et en Coupe d'Italie. Voilà, il est très bon dans le duel aérien, quelque chose qui manque évidemment à la défense centrale du Paris Saint-Germain. C'est un joueur grand, 1,92 m, qui a beaucoup d'expérience, mais qui reste quand même encore jeune, hein, 25 ans, c'est plutôt jeune et ça rentre encore une fois dans les critères de sélection pour être un joueur du Paris Saint-Germain, parce qu'on sait que le critère âge est très important pour Luis Campos et Luis Enrique. C'est un joueur qui a été titulaire quasiment toute la saison avec l'AS Roma, qui s'est pas blessé, hein, ou du moins qui, s'il l'a été, il a été peu. Voilà, c'est un très bon joueur. Et moi, je le vois plus aligné dans une charnière Pacho-Marquinhos que dans une chaîne, non, dans une charnière avec Pacho que dans une charnière avec Marquinhos, parce que justement, les qualités de Evan Ndika correspondent plus dans la complémentarité avec celle de Pacho qu'avec celle de Marquinhos. Mais ça ne veut pas dire que ça pourrait pas se voir. Et pour le coup, pour être un joueur de rotation, il serait très intéressant. Maintenant, la question que je me pose, bah, c'est la question de l'arrière gauche. Parce que si tu dégages Lucas Hernandez, eh bah, tu n'as plus réellement d'arrière gauche remplaçant. C'est-à-dire que tu vas être obligé de bricoler avec Beraldo. On a vu que c'était pas terrible. Et pour le coup, Ndika, même s'il a déjà évolué dans des défenses à 3, je le vois assez mal s'intégrer à ce poste. Après, ce serait pas étonnant. C'est quand même un défenseur central gaucher qui a une certaine vitesse. Mais par exemple, ça se verrait plus en Ligue 1 qu'en Ligue des Champions. Donc si tu as une blessure de Nuno Mendes, ce qui peut arriver évidemment, bah ça peut être rapidement la catastrophe. Mais ça évidemment, ça va être au PSG de faire un bon mercato. Et là pour le coup, apparemment, ça a l'air d'être une rumeur qui s'intensifie. Et moi, je suis pas contre la venue du joueur, mais il faudra faire partir des milieux, enfin, des défenseurs gauches, excusez-moi, parce que les défenseurs gauchers, on en a 36 000 au club, et ils sont pas tous performants. Moi, je compte sur Beraldo, Pacho, et les autres, Kimpembe et Lucas Hernandez, c'est pas forcément terrible. Donc moi, si on peut prendre un Evan Ndika pour remplacer les deux, ça me semble tout à fait correct. Maintenant, ça veut pas dire qu'il faut oublier le poste de défenseur central droitier, mais moi, ça m'a l'air d'être une option intéressante. En plus, il a déjà joué à ce poste de défenseur central droit. Donc voilà, on le voit ici notamment. Et voilà, c'est quand même l'un des moments où sa valeur marchande est la plus haute. Il a fait une très belle saison à l'AS Roma, mais ça a été un petit peu compliqué pendant une petite période lorsqu'il joue à Francfort. Mais là, il s'est bien relancé, il est très bon. Donc voilà, moi j'aime beaucoup ce joueur. Et pour terminer cette petite vidéo, on va évidemment parler du Mister Carlo Ancelotti qui devrait s'engager avec le Brésil. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle déjà pour Carlo Ancelotti qui va connaître bah, un dernier challenge dans sa carrière. Donc ça, évidemment, ça fait plaisir. Il devrait devenir le nouveau sélectionneur du Brésil après le Classico, du coup. Et ça devrait être Solari qui devrait le remplacer sur le bord du Real Madrid en attendant la venue de Xabi Alonso. Donc c'est à voir, mais pour moi ça me semble être un bon choix pour tout le monde. Le Real Madrid il devait changer de cycle et arrêter avec Carlo Ancelotti. Donc voilà, et pour le Brésil, ça peut être une bonne idée également. Il connaît pas mal de joueurs du Real Madrid qui évoluent là-bas, et on sait que le Brésil, c'est quand même une équipe qui a beaucoup de mal euh, dernièrement sur les dernières compétitions, et peut-être qu'avoir un Carlo Ancelotti qui a une vraie culture de la gagne, ça pourrait te permettre de regagner prochainement des titres. Donc c'est très intéressant, et je trouve que c'est une très très bonne idée pour cette sélection brésilienne. Les amis, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, c'est super important pour me soutenir. Et voilà, franchement, c'est exactement ce qu'il faut pour me soutenir. Mettez un commentaire pour vous bah, me dire ce que vous pensez de ces rumeurs, ce que vous pensez bah, de toutes ces dernières rumeurs mercato. J'ai essayé de prendre les plus importantes, parce qu'évidemment, il y a d'autres rumeurs de mercato récemment, mais j'ai pris les plus importantes, j'ai essayé de les condenser. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne, super important pour me soutenir. Toute la semaine, vous allez avoir des débriefs de Ligue des Champions, donc ça va être super cool. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.